Salam alaikum. Aujourd'hui, on reprend un sujet très passionnant, le futur du travail. C'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui, que ce soit au niveau individuel. Que va devenir mon travail? Comment il va évoluer? Quels sont les nouveaux métiers qui vont apparaître? Mais aussi au niveau institutionnel. Donc, les entreprises se posent la question, comment est-ce qu'on va s'organiser? Comment est-ce qu'on va continuer à faire grandir les gens? Surtout avec cette composante de l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus une réalité. Et aujourd'hui avec nous, on a l'honneur et le plaisir d'avoir c'est Ahmed Chitoui, qui a justement un profil très intéressant de par sa diversité entre 3 domaines, qui en général sont, on va dire, des spécialités en soi. Si Ahmed a été DRH de plusieurs groupes marocains. Il a également commencé sa carrière en tant que directeur SI, donc il y a toute la partie informatique, système d'information, mais également en tant que directeur du conduite du changement. Et s'il y a 3 sujets pertinents pour le futur du travail, c'est bien cela. Et donc, Ahmed, marhaba bik معنا aujourd'hui, et je te laisse la parole pour nous en dire un petit peu plus. Merci beaucoup, Samia. En tout cas, c'est un vrai honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. On avait déjà discuté très longuement par rapport à nos rencontres auparavant. Et alors, d'abord, pour me présenter, comme vous l'avez dit, 35 années d'expérience dans le monde de l'IT, dans le monde des RH, dans le monde de la conduite de changement. Beaucoup de questionnements, beaucoup de réalisations, mais ce qui est important, c'est de tirer les enseignements de ces réalisations et de pouvoir faire évoluer les choses et s'adapter à tout ce qui arrive aujourd'hui en termes de démarche, de méthodo et surtout de technologie. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une réalité, est un apport très important qu'il faut prendre aussi avec des pincettes. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure parce que c'est un outil. Et un outil, il faut savoir l'utiliser, comme on dit toujours, avec modération. Donc, le champ du possible, il est énorme. Et compte tenu de mon expérience, ayant vécu plusieurs transformations dans le monde des RH, de l'IT, aujourd'hui, je pense que cette transformation, elle est vraiment révolutionnaire. Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, hier, quand on était en train d'échanger, j'ai beaucoup aimé une perspective que tu m'as offert, qui est que de toute façon, le changement, la transformation, c'est une donnée. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on potentialise, qu'on rend plus fluide, plus possible, dont on crée les conditions. Et tu m'avais aussi parlé des 2 perspectives que sont la douleur et l'ambition. Parce que finalement, en tant qu'humain, quand on bouge, il y a un de ces 2 choses-là à la clé. Est-ce que tu peux me dire un petit peu aujourd'hui, c'est quoi les douleurs et les ambitions qui font justement créer cette discussion qu'on est en train d'avoir offline, online et tout autour de nous? Alors, en fait, c'est un principe qu'on apprend malheureusement dans la douleur. C'est que quand on vit dans l'entreprise ou dans notre vie personnelle, on est toujours animé par ces 2 sentiments qui peuvent paraître en contradiction. Mais en fait, c'est ça la vie, parce que on a des ambitions et on a aussi des inquiétudes. Mmh. Parce que on a des inquiétudes pour pouvoir avancer, quelles sont les contraintes qui sont en face de nous, mais on a toujours cette ambition qui nous anime. En fait, Mmh. c'est ça l'humain. Et ça nous renvoie aussi vers l'entreprise, vers l'institution, voire même vers des pays. C'est de pouvoir vivre cette dualité. C'est ce qui fait que les choses bougent. On s'inquiète parce qu'on a un problème de survie, on a des éléments exogènes qui viennent nous bousculer. Quand on parle d'entreprise, c'est la compétition, c'est la concurrence, c'est le manque c'est la perte de part de marché. C'est des sujets qui sont très importants. Mmh. Et puis, quand on parle de l'individu, c'est sa carrière, c'est son développement personnel, et c'est les embûches qui peuvent se présenter devant lui. Donc tout ça fait que aujourd'hui, cette prise de conscience qu'on est en dualité par rapport à ces 2 sujets nous pousse à réfléchir, à essayer de revisiter certaines choses sur lesquelles on travaille, et puis à essayer d'innover. Parce Mmh. que l'ambition nous pousse à innover. Et tout ça fait qu'on doit s'adapter et on doit accepter le changement. Le Mmh. changement qui est contrôlé et le changement qui est subi. Et comment essayer d'avoir
ce principe-là du changement contrôlé qui puisse prendre le dessus sur le changement subi. Mmh. Et encore une fois, moi, par expérience, on parle toujours de subir le changement, on parle de faire le deuil d'une transition. Alors qu'en fait, on oublie que tous les jours, on change. On change par la nature de notre ambition, on change par la nature de l'inquiétude qu'on a pour pouvoir ne pas rester dans une position qui peut nous faire disparaître. Quand on parle d'entreprise, on voit beaucoup de cas comme ça. Et donc, Mmh. dans ce monde qui devient très complexe, ces sentiments-là devraient être des leviers pour pouvoir avancer. Alors j'ai une intuition, dis-moi si tu la partages avec moi ou pas, qui est qu'actuellement le driver dans tout ce qui est futur du travail, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude ambiante, surtout avec tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Moi, j'entends de plus en plus de personnes, mes clients, que ce soit des institutions ou des particuliers, qui expriment des inquiétudes. Alors moi, je te propose de te partager les inquiétudes un peu à l'échelle individuelle. Et si tu veux bien prendre la parole pour exprimer, dans ta position, par exemple, de DRH aujourd'hui, quelles sont les inquiétudes que tu vois au niveau de l'entreprise? Alors moi, les individus, on a tout un panel d'inquiétudes. Déjà, ça dépend beaucoup de l'âge, du type de métier, de l'expérience qu'on a, etc. Par exemple, on a toute une tranche de personnes qui se disent, est-ce que je vais pouvoir suivre ou pas? On a les gens qui sont en milieu de carrière qui se disent, bah, est-ce que mon métier va encore exister dans 5 ans? Il y a les personnes qui rentrent dans le monde du travail. Dernièrement, je parlais à un ami dont la fille est en plein cursus pour être architecte. Et lui se pose la question si d'ici son diplôme, il y aura encore besoin d'avoir des architectes ou est-ce que finalement, ça sera l'AI qui va prendre le relais? Donc ça, c'est un petit peu les douleurs et peut-être que les personnes qui nous écoutent peuvent se reconnaître à un niveau individuel. Est-ce que tu pourrais me mettre quelques mots sur les douleurs au niveau institution, au niveau entreprise? C'est quoi les inquiétudes de l'entreprise aujourd'hui par rapport à l'évolution du futur du travail? Alors, en fait, le sujet, il est très large. On va essayer de l'aborder par rapport à des points d'entrée. Puis bon, le temps qui nous est consacré, on va essayer quand même de dire le maximum de choses. Alors, moi, je pense que il y a un événement important qui a quand même réveillé certains questionnements et qui ont accentué certaines inquiétudes. C'est le Covid. Donc, Hmm. j'en profite parce que, bon, l'ayant vécu pleinement dans un métier où l'activité ne devait pas s'arrêter, et il fallait quand même que mobiliser les gens, garder une dynamique. Tu étais dans Et, quelle industrie à ce moment-là? alors, j'étais dans l'agro-industrie D'accord. Ah oui, non, ça peut pas s'arrêter. sur un produit très stratégique pour le Ok, pays. d'accord. Donc, bon, première des choses, c'est que ça a révélé l'importance du télétravail. Hmm. Mais en même temps, le télétravail, ça a plusieurs vertus, mais en même temps, il a aussi malheureusement la particularité d'éloigner les gens les uns des autres et d'éloigner les gens aussi de l'entreprise. Et donc, à ce moment-là, les structures, ils se sont posé des questions. Il y a des gens qui sont partis très loin, chez eux, et il fallait les faire travailler. Donc, il fallait garder la cohésion, garder le lien, mais en même temps garder le pilotage. Parce qu'avant, les gens, ils venaient et on savait qu'ils étaient là parce qu'il y avait les Hmm. contrôles d'absence, le système classique. Mais là, comment on va valoriser alors qu'on les a pas sous la main? Voilà, et donc on a basculé vers la notion de valeur, Hmm. création de valeur, travail collectif à distance. Et donc tout ça, ça a poussé à repenser beaucoup de process, beaucoup de procédures, et aussi à mettre en exergue la capacité, l'agilité de l'entreprise. Mhm. Donc parce qu'il fallait réagir très vite, trouver des solutions très vite, et garder le cap pour pouvoir se permettre à l'entreprise de fonctionner et de livrer ce qu'elle a à livrer. Bien sûr, ça a été un petit peu bousculé, les capacités n'étaient plus les mêmes, mais il fallait quand même que La ces structures continuité. puissent arriver. Hmm. Malheureusement, il y a des structures qui n'ont pas suivi compte tenu du contexte, mais bon, ça c'était quand même un événement qu'on espère qu'il va plus jamais revenir. Mais par Inch'Allah. contre, on a appris beaucoup de leçons. C'est d'abord donner du sens au télétravail Mhm. et donner du sens aussi à, c'est-à-dire que la présence physique n'avait plus autant d'importance par rapport dans l'entreprise. Parce Hmm. qu'avant, il fallait que les gens les voient sous les yeux, et donc il fallait repenser tout le système. Après le Covid,
il a fallu réfléchir à faire revenir les gens, mais encore une fois avec une approche hybride. Donc, parce que il faut quand même qu'on travaille ensemble, qu'il y ait du présentiel, mais il faut quand même que on garde un peu de télétravail pour certains postes, certains profils sur lesquels on a la maîtrise en termes de livrables. Hmm. Donc ça d'une part, et donc ça a permis de accélérer des choses qui existaient déjà dans certaines entreprises, la notion d'open space, la notion de donc c'est-à-dire que il fallait faire revenir les gens, mais en même temps optimiser les espaces. Hmm. Parce que c'était aussi une occasion de dire, tiens, je louais beaucoup d'espace. Avec le Covid, j'ai quand même pu avancer sans louer. Donc, en revenant, en faisant revenir les gens, on s'est dit, ben, peut-être qu'il ne faut pas revenir dans les mêmes espaces, dans les mêmes volumes. Et donc, ça nous a fait pousser aussi à travailler sur la notion d'open space. Open space, ça a aussi des avantages et des inconvénients. Parce que quand on parle d'open space, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait une cohésion. Parce que les gens, quand on les met ensemble, eh ben, il faut qu'ils s'entendent bien pour qu'ils travaillent bien. Mhm. Il faut aussi que ça ne devienne pas un grand espace de caméra café, comme on dit. Donc, il faut que ça devienne un espace de travail. Il fallait aussi faire apprendre aux gens comment travailler ensemble. Là, encore une fois, c'est tout un exercice. Pardon. Non, je t'en prie, parce que Dis-moi. là, c'est très très riche ce que tu as dit. En fait, on a commencé à explorer c'est quoi les axes au travers desquels on va explorer ce futur du travail. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer? Pour moi, là, d'une traite, tu as souligné 3 choses très importantes. Tu as souligné l'importance de maîtriser la nature du travail hybride entre télétravail et présence. Tu as parlé de la notion d'agilité. Je pense qu'on va passer un petit peu de temps dessus parce que c'est un concept qui est central. Et tu as aussi touché à quelque chose qui est très important, qui est immatériel, mais très, très important, justement pour le patrimoine immatériel d'une entreprise, qui est la cohésion. Donc, si tu veux bien, on va les reprendre un à un et aller un petit peu plus loin. Tu as développé le premier point qui est le télétravail. J'ai envie de partager avec toi une petite anecdote. Moi, j'ai travaillé dans l'environnement américain pendant 13 ans. Et c'était très drôle parce que moi, je suis un produit de l'école marocaine et j'ai rejoint tout de suite une entreprise américaine. Et il faut dire que dans l'école marocaine, on a beaucoup d'hérédité du système français. Donc, je m'attendais à ce que on exige de moi ce qu'on appelle le présentéisme. Et en fait, déjà, il y a 15 ans, on m'a dit, bah, tu peux télétravailler, ta famille est au Maroc. À ce moment-là, j'étais basée à Strasbourg, il n'y a pas de problème que tu y ailles. Mais parce qu'ils étaient équipés de toute une série d'outils qui leur permettaient de break down the work et de rendre très concret ce qu'on attend des gens. Donc, il y a des outils de transmission entre la vision et les équipes. Et il y a des outils, ils me donnaient presque clé en main avec quoi je peux faire une rétroaction et mesurer mon propre avancement. Et ça, j'ai commencé à l'entendre dans ce que tu disais par rapport au télétravail. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose par rapport à la nature du travail avant qu'on passe au sujet de l'agilité? Alors, la nature du travail aujourd'hui, bon, il y a un autre, en fait, il y a un autre univers qui s'est créé à travers tout ça. Et je pense que c'est lié aussi aux générations aujourd'hui qui arrivent dans l'entreprise. C'est qu'ils vivent déjà dans le monde virtuel. Et donc, je pense qu'on peut parler du BlueNet, Blue Work aussi. Donc, comme un autre espace de travail. Un autre espace de travail qui commence à prendre le dessus et qui donne plus de sens au télétravail. Quoi? Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, la génération Z, la génération Gen Z, et je pense que enfin, tout ce qu'on a envie que ça se passe, c'est que ça soit aussi contagieux pour les autres générations, c'est qu'ils puissent aussi donner du sens au travail virtuel. Parce qu'on peut augmenter d'une manière très importante la productivité, créer la connexion en se dédouanant de l'espace, de la présence. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses. Il y a un univers qui se crée et qui donne du sens à ce que tu as dit tout à l'heure entre la vision, le cap qui est défini par l'entreprise et comment il est cascadé au niveau de toutes les hiérarchies. Même si le terme hiérarchie, pour moi, je pense qu'il doit devient légèrement obsolète. Il devient obsolète, et c'est beaucoup plus qui doit être cascadé auprès des communautés de travail. Bon, je pense qu'aujourd'hui, le terme communauté, il est beaucoup plus important. Donc, c'est dans le monde de bleu, comme on dit, aujourd'hui, qui est quand même où les entreprises s'installent, où il y a beaucoup d'applications, beaucoup de mobiles, avec toute la sécurité qu'il faut pour qu'on puisse faire travailler les gens. Et leur apporter aussi un équilibre entre le travail, la vie au travail et la vie personnelle, avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc, je rajoute ce point de l'univers virtuel. Aujourd'hui, il est très important.
Très intéressant. Alors, je vais juste essayer de résumer un petit peu ce que tu as dit, parce qu'on se l'est dit en toute modestie avant de démarrer, que le sujet il est tellement large qu'on ne pourra pas aller en détail dans tout, mais qu'on est plutôt en train d'essayer de créer une sorte de roadmap ou de série de questions qu'une entreprise, il serait légitime de se poser. Donc là, ce qu'on a posé comme question, c'est une entreprise devrait réfléchir un moment sur la place de la nature du travail, c'est-à-dire l'individu dans la map du travail. Est-ce qu'on fait de l'hybride? Est-ce qu'on fait du télétravail? Est-ce qu'on fait du full présentiel? Bon, ça, probablement plus on ne verra plus ça. Et là-dedans, ce que j'entends, c'est qu'il y a deux besoins. Il y a le besoin intrinsèque de l'entreprise qui est d'être productive, parce que c'est une structure à but lucratif. Mais aussi, ce qui est important, et ce que tu me disais hier, c'est qu'il faut continuer à créer un environnement de vie. Parce que les gens, ils passent quand même une grosse partie de leur vie au travail. Et tu as souligné le terme communauté qui, je pense, va devenir très, très important. Surtout que le travail va se virtualiser. Comment est-ce qu'on continue à créer des communautés malgré, et d'ailleurs, quelque chose que je voudrais signaler, c'est que l'entreprise pour qui j'ai travaillé d'ailleurs pendant très longtemps, 13 ans, il y avait beaucoup de loyauté, j'avais beaucoup d'identification, j'en parlais très positivement. Ça veut dire qu'ils ont bien fait quelque chose par rapport au fait de me donner cette sensation d'appartenance malgré la liberté qu'ils me donnaient. Alors, je te propose qu'on avance sur le deuxième point, on pourrait faire un podcast juste sur un webinaire juste sur ce sujet-là à part. Est-ce qu'on peut passer et développer la partie sur l'agilité? Donc, tu as cité le terme agilité, c'est un terme qu'on entend très très souvent dernièrement, à toutes les sauces. Est-ce que tu veux bien le remettre dans le contexte et pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui pour une entreprise d'être agile dans son adoption de ce futur du travail? Alors, l'agilité, bon, je vais dire un terme en arabe qui peut-être qui va parler Marhaba. aux gens. L'agilité, c'est pas comme on dit. C'est très important de faire la différence parce que beaucoup de gens croient que l'agilité, c'est de faire les choses vite, dans la précipitation, alors que l'agilité, c'est toute une démarche. Donc, et c'est beaucoup plus le mindset agile, c'est de pouvoir d'abord être dans l'anticipation, dans la compréhension et surtout s'assurer que on est agile ensemble. Parce que quand on est agile tout seul, on passe beaucoup plus par un extraterrestre qu'autre chose. Donc l'agilité, déjà, c'est une agilité communautaire, communauté. Et l'agilité, c'est de pouvoir se dédouaner des process quand il le faut, pour pouvoir arriver, comme on dit, le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Donc, pouvoir arriver à certaines choses, parce qu'on n'a pas le temps. Le temps de dire que je dois passer par tel process, il faut se permettre aussi de remettre les process en question quand il s'agit d'avancer vite. Et ne pas être otage des process que nous-mêmes, nous avons créés et des procédures. Ça, c'est un élément très important. L'agilité aussi, c'est de pouvoir répartir des rôles. Moi, je compare l'agilité avec enfin, c'est un exemple un petit peu qui peut inquiéter. C'est comme si, par exemple, on a une personne qui a été kidnappée et on a monté une équipe qui pour chacun vient d'un métier différent, d'un pays différent, qui parle un langage différent, et on met une équipe choc qui va sauver la personne. Donc, comment Intéressant. et quels sont les mécanismes avec lesquels fonctionne cette équipe? D'abord, ils se reconnaissent très vite, ils s'identifient, ils définissent très rapidement le Les rôle de rôles. chacun, et ils s'assurent que chacun a confiance en l'autre parce qu'ils vont travailler dans un milieu très hostile. Et donc, ça veut dire que je suis sûr que cette personne, elle va pas faire quelque chose qui va faire du mal à l'équipe. Et ils vont s'entraider d'une manière naturelle pour arriver vite et résoudre le problème. Et donc, ils doivent dépasser tout ce qu'ils ont appris en termes de process, de procédure, en disant est-ce que d'habitude on fait ça, d'habitude on fait pas ça, en faisant des blocages, c'est de dire comment arriver à une solution ensemble. Bon, d'une manière très simple. Mais je pense que c'est une très très belle métaphore parce que justement dans l'agilité, ce qui est intéressant, c'est cette notion de garder les yeux, keep the eyes on the goal, qui est la valeur et qui est le client. Parce que ce qui se passe aujourd'hui aussi sur ces questions de futur du travail et tout, c'est que finalement la nature du travail et la nature des différents rôles, elle est drivée par la valeur. Tout ce qu'on fait, on le fait pour créer une valeur et on crée des organes
qui sont nécessaires à un moment. Par exemple, fut un temps où on avait besoin de personnes qui soudaient, et puis après on a créé des machines qui ont commencé à souder, mais l'action de souder, elle ne disparaît pas. Hier, tu m'avais conduit au travers d'une réflexion que j'ai trouvée très très intéressante, qui était de dire au fait, il faudrait qu'on se souvienne de ce qu'on essaye de faire, et après on descend et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut le faciliter. C'était le moment où on parlait un petit peu d'intelligence artificielle, qui d'ailleurs, si tu veux bien, ça peut être notre troisième point, c'est que le futur du travail va être coloré par cette intelligence artificielle. Et on est en train de voir un avènement de plein de tentatives au niveau individuel. Nous tous, on essaie de voir ce truc-là, qu'est-ce que ça veut dire. On apprend un petit peu de chacun de prompting. Maintenant, même mes parents qui sont instituteurs à la retraite comprennent le mot prompting, c'est-à-dire comment poser une question pour avoir une réponse qui est pertinente. Les entreprises sont en train d'acheter du conseil, de l'audit, etc. Comment est-ce que tu vois notre navigation de ce disruptive event qui est l'intelligence artificielle aujourd'hui en entreprise? Alors, aujourd'hui, bon, comme on le sait tous, l'intelligence artificielle est arrivée. Bon, elle existait depuis très longtemps, mais c'était aussi un peu le monopole d'une certaine élite qui travaillait sur ce sujet-là en termes de recherche et commandité par des institutions, notamment militaires ou autres sécuritaires, et aussi d'intelligence artificielle qui était utilisée beaucoup plus dans le domaine du pilotage, de la prédiction. Donc ça date de plus de 35 ans. C'est un petit peu ma carrière, et moi-même j'ai travaillé un peu sur des sujets il y a plus de 30 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle. Maintenant, on parle d'intelligence artificielle générative, qui a été un peu l'accélérateur de tout ce concept-là. Bon, on ne va pas revenir un peu sur l'histoire, mais ce serait juste pour faire le lien, pour donner du sens qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, elle a démocratisé l'accès et la compréhension et l'utilisation de ce concept. Alors maintenant, je pense qu'on avait eu déjà une discussion. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est beaucoup plus un nouveau langage. Un nouveau langage intelligent. Donc, qui apprend de ceux qui l'interrogent et en même temps qui se développe. Mais c'est un langage. C'est un langage d'intelligence aujourd'hui qui est accessible à toutes les catégories d'utilisateurs. On avait discuté l'autre jour de la famille d'enseignants qui développent des exercices et tout ça. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont industrialisées. Il y a des structures aux États-Unis et dans d'autres pays. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus on parle pas du futur, on est dessus. C'est juste qu'à nous, dans ce pays, à rattraper ce retard et peut-être se synchroniser. Mais on n'est réellement pas dans le futur. On est dans la réalité, mais dans d'autres pays. Et donc, cette intelligence artificielle aujourd'hui, en tant que langage intelligent, c'est très important de l'appréhender. Alors, au niveau de l'individu, je pense que les jeunes aujourd'hui, ils font d'une manière native. Quand ils sont nés dedans. Ils sont nés dedans. Moi, j'ai un fils qui avait 9 ans durant le Covid. Il a interagi avec des applications, des jeux basés sur l'intelligence artificielle. Donc, il comprenait il savait qu'en face de lui, ce jeu-là apprenait de lui, il apprenait de toute la communauté et qu'il renvoyait un peu ce qu'il avait appris, avec un peu plus. Donc, il savait qu'en face de lui, il y avait comme un personnage qui apprend et qui te surprend. Et donc, maintenant, les entreprises, moi-même ayant vécu avant l'IA, et en fait, il y avait des choses sur lesquelles on avait des limites. Et ces limites nous poussaient à tailler nos ambitions sur la base de nos limites, notamment dans la gestion des ressources humaines, dans la gestion financière, même dans la gestion commerciale. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, avec cette capacité de nous offrir certaines fonctionnalités, mais qui n'arrêtent pas d'évoluer tous les jours, parce qu'elles dépendent de tout ce qui vient de l'humanité et de son histoire et des avancées, parce que plus on alimente, plus ça nous donne des choses intéressantes. Donc ces limites-là peuvent être dépassées. Et je vous donne un petit exemple très simple. Avant, on recevait, par exemple, au niveau des RH, c'est un exemple, je pense, qui est aujourd'hui dépassé, on recevait des CV quand on lançait un appel, une demande on recherchait des profils pour un poste donné ou plusieurs postes, et on recevait des CV, 2000 CV, 3000 CV, surtout pour les grosses structures.
Et malheureusement, compte tenu des moyens qu'on a, compte tenu des moyens de contrôle, compte tenu des limites de l'humain et des process dont il a besoin, qu'il utilise, il y avait beaucoup de CV qui passaient à la trappe. C'est-à-dire que sur 3000 CV, peut-être qu'on consultait 200, 300, et les autres, ils n'étaient pas consultés. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut consulter tous ces CV, on peut ressortir des informations, on peut scorer, on peut matcher avec les job descriptions qu'on a. On peut même interagir avec ceux qui ont les candidats pour leur dire voilà ce qu'il faut compléter dans le CV parce qu'on a trouvé des choses qui manquent. Et tout ça avec de l'intelligence artificielle. Je donne un exemple très simple. C'est C'est une un chose qui excellent. paraissait Oui. impossible. Aujourd'hui, quand on disait à quelqu'un, tu dis, mais non, mais moi, je suis incapable si j'arrive à voir 100 CV, c'est déjà pas mal. Et quand on poussait un peu, ils te disent, il faut recruter. Donc, on avait une armée de personnes qu'il fallait qu'ils fassent le tri. C'est un peu comme la poste, recevoir des lettres et tout ça. Donc, et après, l'appétit va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'on peut confectionner des entretiens sur la base des profils qu'on a reçus. Donc en fait, C'est vraiment un excellent exemple. champ du Ouais. possible, il est infini. Et je pense qu'on pourra développer après. Mais j'aimerais qu'on s'arrête juste un instant sur cet exemple parce qu'il est très pertinent pour deux entités. On dit les deux faces de الوجهين ديال العملة اللي هما côté entreprise et côté individu. Ça, c'est une interface qui a été complètement modifiée par l'IA, avec tous les dangers et les opportunités que ça contient. Je m'arrête dessus parce que les personnes qui me regardent, que ce soit des personnes donc majoritairement qui gèrent des entreprises, qui ont des postes de ressources humaines, etc., mais aussi des personnes qui veulent se positionner dans ce futur du travail, il y a eu l'opportunité qui est que maintenant, par exemple, quelqu'un avec quelques connaissances, avec l'utilisation, par exemple, de ChatGPT, peut faire un CV, peut même faire une lettre de motivation, qui peut être même au-dessus de ce qu'il est capable de présenter en face à face. Donc, on a des astuces, etc. Donc, ça, c'est un danger, par exemple, qui est de faire du copier-coller, parce que les gens sont conscients qu'il y a une machine qui trie. Et donc, on lui dit ce qu'elle a envie d'entendre. Et de l'autre côté, il y a le risque de passer à côté de profils intéressants juste parce qu'il y a des mots-clés qui manquent, etc. Mais en même temps, il y a la grande opportunité que tu as décrit qui est, on peut brasser plus, et aussi l'opportunité pour des personnes avant qui avaient des lacunes de présentation, etc., de ne pas pouvoir passer le tri. Ça, c'est un exemple qui montre que la transformation, elle est très concrète. C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus ignorer en tant que candidat l'opportunité d'utiliser l'intelligence artificielle. Il faut pouvoir l'utiliser de façon dosée. Tu parlais tout au début des dangers. Par exemple, un danger, c'est de faire quelque chose que we cannot sustain une fois qu'on est face à face. Si j'écris une lettre de motivation qui a un niveau extraordinaire et que quand on est face à face, j'arrive pas à suivre, il y a un problème. Un discrédit. Il y a un discrédit, exactement. Donc, c'est pour ça que ça me ramène à quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur dans tout ce qu'on est en train de dire depuis le début, qui sont deux faces. Il y a tout ce qui est productivité, efficacité, agilité qu'on a besoin de développer, mais aussi l'aspect humain. Et je pense que tu es très qualifié pour nous en parler, qui est qu'est-ce qui va échapper finalement à cette intelligence artificielle et qu'on a besoin de développer. Parce que oui, il y aura tout ce qu'on va automatiser, etc. On en parlera peut-être juste après, des métiers qui se prêtent le mieux à l'intelligence artificielle. Mais quelles sont les choses qui ne vont pas changer justement? Parce que des fois, quand on regarde le futur, on voit juste ce qui va changer. Qu'est-ce qui, de ton point de vue de DRH, ne va pas changer finalement dans le futur du travail? Alors, dans le futur du travail, enfin, il y a beaucoup de choses, mais bon, en quelques mots, je pense qu'aujourd'hui, l'humain, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses formes, que ce soit en termes générationnels ou en termes de diversité culturelle, je pense que c'est cette capacité d'apprendre à apprendre. Parce que comme l'IA finalement, qui a appris à apprendre. Oui, parce que, et aussi apprendre à désapprendre. Parce que ça, c'est un élément très important, et ça, je l'ai appris durant toute ma carrière, c'est que rien n'est figé. Les moyens changent, les outils changent, les démarches changent, mais c'est notre capacité de s'adapter, de les adopter, de les apprivoiser qui reste. C'est comment nous, on est capable de les apprivoiser, de les maîtriser, de les contrôler et de les adapter.
Et ça, c'est un élément très important. C'est Presque ça, une en fait, agilité à l'échelle voilà, individuelle. c'est à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Parce Mmh. que c'est ça, en fait, la différence entre l'humain Mmh. et une intelligence artificielle. Parce que c'est cette prise de conscience que il y a toujours une inconnue. Il n'y a pas que des choses on va aller chercher dans des archives. Et cet inconnu-là, nous, l'humain, il en est conscient. Et donc, il peut s'adapter à tout ce qui arrive d'une manière inconnue Mmh. et l'apprivoiser surtout. Pas le stocker, l'emmagasiner et le renvoyer. Lui donner du sens, le rationaliser. Et Mmh. ça, c'est un élément important. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup dans le monde universitaire, dans le monde, même au bas échelle, au niveau des écoles du primaire, de pouvoir s'intéresser à développer cette capacité de désapprendre et d'apprendre pour pouvoir s'adapter à tout ce qui peut arriver. Et ça aussi, l'entreprise, il y a des gens qui en sont conscients. Mais maintenant, il faut créer les conditions Mmh. pour que la capacité de questionnement. Mmh. Bah, on arrive à un point culminant justement parce que hier on parlait des conditions de la réussite de tout ça. Mais avant ça, je vais faire juste un rapide récap. Donc on a parlé de la place de la nature du travail, donc télétravail, hybride, etc. C'est une question que les entreprises vont devoir se poser. Deuxième question que les entreprises vont devoir se poser, c'est comment réévaluer le travail différemment, comment transmettre la vision et s'aligner différemment pour que justement on puisse s'affranchir du fait de voir les gens pour les voir en train de travailler, d'avancer. Le troisième point dont tu as parlé, très important, qui est comment est-ce qu'on va être agile à l'échelle individuelle et à l'échelle d'une entreprise. On a également parlé du sujet dont on ne peut pas parler, qui est les AI. Et là, on arrive sur un point qui est très important, peut-être que c'est celui qu'on va développer, qui est la gouvernance de tout ça en entreprise. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va conduire ce changement-là. Et tu me parlais hier justement de créer les conditions. Ce que tu me disais, c'est que finalement, le changement, c'est la seule, la seule chose fixe, la seule chose connue du système. Comment est-ce qu'une entreprise doit s'équiper ou évoluer ou créer les conditions pour pouvoir suivre avec tout ça? Par exemple, si on l'applique sur l'exemple de l'AI, qu'est-ce que tu imagines comme étant des conditions propices à profiter de cette opportunité et à se prémunir aussi des risques? Parce qu'on revient à ce qu'on a dit au début, il y a le risque et il y a l'opportunité. Comment est-ce que tu visualises ça à l'échelle de l'entreprise? Alors, en fait, et je pense déjà il faut se dédouaner des systèmes classiques, Mhm. parce que c'est un élément important, parce qu'on a toujours tendance à dire on a vécu dans un monde, parce que l'IA aujourd'hui, c'est une offre. Mm. Au-delà ça devient une offre aujourd'hui. Mm. Et donc, c'est une offre qui est un peu dispersée. Tout le monde, même les grosses boîtes aujourd'hui, s'intéressent à l'IA. Ça devient aussi une opportunité financière à l'échelle internationale, où, quand on sait que c'est un besoin et qu'il est là, on ne va pas y échapper. Donc, tout le monde essaie de développer son offre par rapport à ce besoin-là. Mais il ne correspond pas au modèle de business classique Mm. aujourd'hui, parce que l'IA, c'est par nature, d'abord, c'est une culture à mettre en place. Et puis après, c'est des outils. Et ces outils-là, aujourd'hui, c'est pas comme quand on fait le versus entre les ERP et les systèmes classiques. C'est derrière on va dire, des millions d'années de travail, des ressources, des investissements lourds pour mettre en place des choses solides qui s'appuient sur des référentiels, sur un capital d'expérience qui a été cumulé sur des années à travers des mises en œuvre de plusieurs projets, et bien sûr une garantie assez solide pour que le client soit rassuré quand il fait un choix d'un ERP. Ben justement, D'accord? comment une entreprise fait aujourd'hui, c'est là pas tout ça. C'est là pas les garanties que présente un éditeur de RP ou de CRM pour naviguer l'offre, qui est multiple. Exact. Alors d'abord, il faut qu'on ait des champions IA en interne, Mhm. c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à l'IA et qui ont un certain niveau d'expertise. Et ces gens-là, il ne faut pas qu'ils soient perdus dans la nature. Il faut essayer de leur trouver. Donc on revient encore à la logique de communautaire. Donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, l'entreprise doit quand même créer, donner un espace communautaire. Alors la communauté n'existe que parce qu'il y a un sujet commun. Et les sujets communs pour l'entreprise, c'est les sujets qui ont de l'impact. Donc, je parle d'expériences qui sont vécues. On parle de ouvrir un peu la porte au use case Mhm. pour l'ensemble des métiers de l'entreprise, et que ça soit piloté à haut niveau, avec une reconnaissance,
pour que les gens puissent d'abord leur donner l'occasion d'expérimenter, de tester. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est pas des choses. On n'achète pas dans un supermarché Mmh. un outil d'IA ou chez un éditeur. Bien qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui proposent des solutions, mais ces solutions qui peuvent changer tous les jours. Mmh. Donc en fait, il faut accepter le côté un peu éphémère des solutions. Mmh. Et d'abord, dans l'entreprise, il faut d'abord il se permette d'expérimenter, de tester, de savoir qu'est-ce qui se passe, et de rapprocher les capacités de l'IA avec les attentes et les besoins des métiers. Et ça doit être piloté par un haut niveau. Et on réfléchit aujourd'hui, on parle de centre d'excellence IA, avec des relais dans des métiers, où il y a des équipes dans chaque métier qui réfléchissent IA et qui sont connectés avec le centre d'excellence. Alors, les métiers, on va dire qu'ils ils identifient des besoins et ils disent pourquoi pas l'IA? Est-ce que l'IA ne pourrait pas amener un plus et essayer de faire de la disruption par rapport à certains process? Et puis le centre d'excellence, c'est un peu le filtre et l'accélérateur pour donner les conditions pour que ça marche. Maintenant, ça se fait en interne. Ce qui est important, c'est qu'il faut pouvoir se ressourcer en externe. Mmh. Parce que quand on est tout seul, on finit par épuiser un peu l'imagination. Donc il faut aller vers l'extérieur. Et l'extérieur aujourd'hui, c'est plus, comme je disais tout à l'heure, c'est pas les mêmes modèles de business, c'est qu'il faut quand même, on est obligé de faire confiance Mmh. à des startups. Des gens qui, eux aussi, ils ont trouvé l'opportunité, ils réfléchissent, ils ont développé des expertises IA, ils se sont imprégnés des métiers. Il faut aussi ouvrir la porte de l'entreprise aux startups. Alors, les startups, ils ont une particularité. Quand vous voulez trop les intégrer, vous les tuez. Mmh. Donc, il ne faut pas Parce qu'ils... qu'on tue le côté Voilà, effervescent, voilà, justement, le côté. Donc, ces startups, il faut essayer de voir comment les, créer ce qu'on appelle un écosystème de startups Mmh. et ne pas s'empêcher de diversifier le portefeuille des startups pour pouvoir profiter un peu des apports de tout un chacun. Parce que c'est un monde qui est toujours en phase d'effervescence et de productivité. Et de les faire connecter avec le dispositif dont j'ai parlé tout à l'heure, des champions IA, du centre d'excellence, et ça permet de ressourcer les Mmh. choses. Alors maintenant, il y a un acteur important parce que à un certain moment, il faut quand même qu'on s'arrête d'expérimenter et qu'on développe des choses stables qui vont se greffer au système Mmh. d'information. Donc il y a l'aspect IT qui doit être à un certain moment quand il s'agira d'industrialiser, et l'aspect sécurité, où il s'agira de mettre en place les couches pour pouvoir se permettre de greffer des solutions au système déjà existant de l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné dans cette histoire? On a gagné peut-être des choses qui vont révolutionner certains métiers. On parle dans Mmh. l'industrie, je peux vous donner un exemple, des exemples, il y en a beaucoup. Dans l'industrie agroalimentaire aujourd'hui et dans le monde agricole, on parle d'agriculture de précision, c'est des choses qui sont en train de révolutionner le monde agricole. Dans le monde bancaire, la même chose. Simplifier les délais de traitement, parce qu'aujourd'hui, un client qui change une banque à une autre, c'est beaucoup plus par rapport au délai de Mmh. traitement et la qualité de service. Et aussi protéger aujourd'hui son argent, parce qu'aujourd'hui, avec toutes les attaques qu'il y a, donc tout ça, l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup de valeur Mmh. en s'appuyant sur l'intelligence interne et sur l'intelligence externe. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle comment recruter intelligemment, au lieu de recruter des profils, pas que des profils, recruter aussi des startups. Mmh, mmh. Très intéressant. Bah, moi, ça m'inspire beaucoup parce que j'entends beaucoup de dualité, dans ce que tu décris. Donc la dualité entre la collaboration entre l'externe et l'interne, c'est-à-dire on peut plus prendre une entreprise qui vient, éditeur, qui déroule le RP, qui repart, mais on peut pas non plus tout internaliser et faire les choses à vase clos. Donc tu parlais un petit peu des critères qui nous permettaient avant voilà, de recruter, par exemple, un éditeur de CRM, de RP et aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que ça va être vraiment une collaboration. C'est-à-dire, on peut plus s'attendre à avoir une start-up, par exemple, qui vient faire juste de la formation et qui s'en va. Ou qui vient juste se pencher sur un pan du métier et qui s'en va. Donc moi, ce que je verrais, c'est peut-être 3 clés. Tu me diras si tu es d'accord ou pas. Je pense que la première chose par rapport à ces startups, c'est de regarder aussi ce qui se faisait avant. C'est-à-dire, ces participants, ils viennent bien d'un background avant de s'être réunis autour de ça. Moi, personnellement, ça me rassurait qu'il y ait un lien avec les systèmes existants, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà eu un lien avec les ERP, qui connaissent comment ils fonctionnent, les CRM, etc. Donc, avoir un lien
avec l'existant. Le deuxième point, c'est peut-être que ça soit une idée de mesurer. On avait dit que la valeur et l'agilité, c'est de rester connecté à la valeur. Donc, si quelqu'un, par exemple, vient et se présente et propose une offre, il faut aussi qu'il me propose comment est-ce que je vais pouvoir mesurer l'impact de son offre et pas les mesures qu'on pouvait avoir avant, les OKR qui étaient on a fait telle formation, check, mais non, comment est-ce que ça vient impacter les KPI et les OKR de l'entreprise. Et le troisième point, c'est que ça soit des accélérateurs ou des créateurs de communautés, presque des animateurs de communautés internes, que ça soit une communauté qui soit pas à vase clos. Exact, exact. Exact. Je pense qu'avec ces sûrement qu'il y en a d'autres, mais déjà, ils sont déjà assez déterminants. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant compte tenu de ce qu'on a vécu avant. Et peut-être que c'était, au fait, même cette assurance, elle était illusoire. Ça nous rappelle quand on parle de RP, quand on parle de... C'est juste par la force commerciale, la capacité du branding, qu'on se dit, oui, on s'appuie sur un grand éditeur, alors que des fois même, c'est de devenir otage d'un grand éditeur, ce qui est le cas de plusieurs entreprises. C'est peut-être une illusion, mais comme disait Einstein, c'est comme le temps finalement. Einstein disait le temps est une illusion persistante, mais c'est quand même quelque chose sur lequel on se met d'accord, c'est-à-dire les ERP, les CRM, etc. Voilà, on avait un consensus de comment les mesurer. Aujourd'hui, comme tu le dis si pertinemment, il y a tellement de diversité dans l'environnement de ce qu'on peut utiliser comme aide externe que finalement, il va falloir avoir des clés de lecture et que finalement, tout ça doit être moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ma carrière avec cette boîte américaine, c'est qu'on nous donnait toujours les outils pour évaluer notre propre travail. Je pense que ça me fait penser à un mot américain, je sais pas s'il y a l'équivalent en français, c'est empowerment, c'est donner le pouvoir. Et je pense finalement que ces startups-là, elles doivent donner le pouvoir aux entreprises de naviguer cet environnement flou et dense. Alors il y a, parce que en fait, c'est vrai qu'en discutant, on se rappelle de certains points importants, parce que dans l'entreprise, aujourd'hui, je pense qu'il y a, quand on parle de centre d'excellence, alors centre d'excellence d'innovation, d'IA, IT, parce qu'à un certain moment, il faut quand même mettre en cohérence tout ça, mais il y a des rôles importants aujourd'hui parce qu'en fait, ça évolue pour une entreprise, on ne peut pas tout mettre comme ça d'un bloc. Il y a une certaine maturité qu'il faut attendre. Et c'est des couches qu'on met en place petit à petit. Et donc, c'est là où ça nous ramène à des besoins de certains profils. On parle d'architectes, d'urbanisme. Avant, on parlait d'architectes et de designers sur la partie IT. Aujourd'hui, il faut réfléchir aussi à de l'urbanisation et de l'architecture IA. Si on veut vraiment que ça ne soit pas de l'éphémère et que ça prenne place dans l'entreprise et que ça se greffe, parce qu'on n'est pas là pour révolutionner et pour enlever les ERP. Les ERP, c'est pour pouvoir naviguer ce qui existe déjà. C'est des sources d'informations très structurées. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute la capacité d'aller gérer d'autres informations qui sont un peu déstructurées, en plus de ce qu'on a et qui est auditable, sur lequel on est accountable, parce qu'un ERP, c'est un outil sur lequel qui nous permet de rendre compte vis-à-vis des institutions, que ce soit le fisc, que ce soit d'autres structures qui sont un peu dans la gouvernance externe de la boîte. Donc, c'est un élément qui est là. Donc, aujourd'hui, l'IA, elle vient pour se greffer. Quand je dis l'IA, le digital et tout ça, pour pouvoir valoriser encore mieux, donner du sens à ce qui se fait en rajoutant d'autres informations. Donc, et là, on a besoin de rajouter d'autres compétences en termes d'architecture et en termes d'urbanisation pour pouvoir faire évoluer les choses d'une manière cohérente. Oui, exactement. Je disais dernièrement qu'il y avait des nouveaux rôles qui pouvaient apparaître, type Head of AI, type explorer des rôles qui n'existaient pas et qui finalement, pour rassurer aussi les gens qui nous regardent et qui se posent la question au niveau individuel, c'est qu'il y a peut-être des métiers effectivement qui vont disparaître, mais qu'il y en a d'autres qui vont apparaître et qui vont venir créer plus d'opportunités que ça ne crée de risques finalement. Moi, je dirais que les métiers ne vont pas disparaître. Ils sont censés évoluer. Et donc, c'est pas juste pour rassurer, mais c'est une conviction. C'est qu'aujourd'hui, l'agilité, l'IA, la capacité d'apprendre, c'est des compétences qu'on doit rajouter dans tous les métiers. Et aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, l'IA est devenue un langage.
et une compétence dont C'est il est très difficile de s'affranchir. Alors, si je peux juste un petit peu conclure, parce que c'était très très riche ce qu'on a partagé, c'est qu'au niveau individuel, il faut être agile, il faut se tenir à jour, il faut se former, mais au niveau institutionnel, il faut faire plus que ça. C'est-à-dire, c'est pas seulement se former ou recruter des startups qui vont nous accompagner, mais c'est aussi adopter une sorte de boussole qui va permettre finalement de naviguer ce flou et cette densité qui sont nouvelles dans le exact. paysage des possibilités. Et voilà, j'en profite pour parler de quelque chose qu'on co-développe avec AI for X, qui est une formation où finalement on propose sur 2 mois de créer, non pas de se former à l'AI, mais plutôt d'inviter les leaders à créer la roadmap avec lesquelles leur entreprise va pouvoir naviguer ce paysage. Parce qu'il n'est pas suffisant de donner des outils actuellement, vu que les outils, tu le disais tout à l'heure, des fois ils deviennent obsolètes très très rapidement, mais plutôt de donner un mindset et de donner une façon de s'équiper en interne d'organes qui vont permettre de dérouler cette roadmap. Donc Exact. voilà, j'en profite pour en parler. Finalement, je suis assez rassurée parce qu'il y a plusieurs éléments qu'on a pris en compte. Donc, on est plusieurs personnes qui avons plusieurs backgrounds. Moi, personnellement, j'ai longtemps travaillé sur la partie CRM, sur la partie ERP. Donc, je connais les lourdeurs, mais aussi la légitimité de ces systèmes-là. On a avec nous plusieurs personnes qui sont spécialisées sur la partie sécurité, data. Donc, on essaie finalement de proposer une façon de être agile dans son intégration de l'AI et de ne pas le voir comme quelque chose de statique qu'on va faire une fois et puis qu'on va repartir, mais plutôt comme la création, un peu ce que tu as nommé tout à l'heure, de centre d'excellence interne, mais avec l'aide d'une dynamique externe qui permet de garder cette ouverture. Exact. Exact. Si Ahmed, c'était très très riche. Est-ce que tu voudrais conclure pour les personnes qui nous regardent, avec surtout au niveau individuel, parce qu'on a beaucoup parlé aussi du côté institutionnel, parce que voilà, de par l'altitude que tu as en entreprise, mais qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui aujourd'hui ont plus peur de ce côté AI qu'ils n'y voient d'opportunités? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre? En fait, en 2 mots, Mhm. oser et doser. Excellent. Oser et doser. Alors, Exact. oser, c'est-à-dire y Oser, c'est aller, il faut y aller. Il faut y aller, mais doser, c'est avec les modération. garde-fous. Mais il faut pas s'arrêter. Il faut y aller. Il faut y aller. Excellent. Bah, Voilà. je ne trouverai pas de meilleure Merci façon de beaucoup. conclure. Merci beaucoup. Merci C'était un beaucoup. plaisir et un honneur de t'avoir avec nous. Et il y a tellement d'autres choses. On aura peut-être l'occasion d'en Inch'Allah. reparler. Merci Inch'Allah. beaucoup. Merci beaucoup.